Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être venus aussi nombreux. Je me présente, je suis Jonathan Cherki, le président de la société Content Square. Content Square est une société qui compte une vingtaine de personnes, des investisseurs de renom issus de Microsoft, Dassault Systèmes et Cegid, et des clients comme Oscaro.com, Bouygues Télécom, Leroy Merlin, Sephora, l'Occitane, Betclic. Je voudrais commencer par remercier l'AFDEL, l'Association française des éditeurs de logiciels, et Madame Fleur Pellerin, ministre de l'Innovation et de l'Économie numérique, pour nous avoir récompensé il y a quelques jours comme start-up de l'année 2012. D'ailleurs, on recrute actuellement, donc les CV les plus talentueux sont les mieux venus. Alors plus sérieusement, on est réunis ici pour parler de l'augmentation du taux de transformation sur les sites e-commerce et d'identifier les facteurs de succès de la refonte d'un site web. Alors quelles sont les solutions pour augmenter le taux de transformation des sites e-commerce? Première solution, la prière. Ça peut marcher, il va falloir prier de longues heures. Deuxième solution, si la prière ne suffit pas, prendre des risques et faire confiance à son intuition. Intuitions masculines et féminines peuvent être facteurs d'un certain nombre de difficultés et de risques, risques d'image, risques financiers, où l'on peut perdre en quelques minutes des éléments qu'il nous faudra des mois à reconstruire. Alors est-ce qu'il existe une troisième solution pour augmenter ce taux de transformation, achat et réussir la refonte de son site web? La réponse est oui. Pour résoudre l'équation plus rapide, moins chère, moins risquée, il nous a fallu 5 ans, des ressources humaines et financières pour arriver à une solution parfaitement mature. Et notre solution consiste à mettre l'humain au centre de notre analyse. On parle souvent de big data pour résoudre ce problème-là. Mais il y a de gros écueils. Le premier écueil, c'est qu'on oublie l'humain, l'homo sapiens sapiens. Le deuxième écueil, c'est qu'on est face à un très grand nombre de données. Comprendre l'humain basé sur des données statistiques fiables, voilà notre approche. Mais une donnée humaine, c'est quoi? Un mouvement de souris, une réaction utilisateur, un sentiment, comprendre chez l'internaute ce qui va lui permettre de dégainer sa carte bleue ou de le rassurer pour passer à l'étape d'après. Et pour ça, on a développé des technologies de tests quali, quanti et live, on va voir ce que ça veut dire, qui nous permettent d'améliorer l'expérience utilisateur pour augmenter les ventes. Dans nos solutions, aujourd'hui, on a créé une gamme complète de solutions connectées. On verra Publicitest qui nous permet d'analyser les réactions d'un panel d'utilisateurs, où là, la logique est la suivante: on va envoyer un mail à un panel leur demandant d'essayer d'acheter un produit, et au bout d'un certain temps, on va analyser leurs réactions et leurs difficultés. Mousetest, qui est une solution de suivi du déplacement de la souris des vrais internautes du site, pour comprendre ce qu'ils font sur le site avant de réaliser une action. Ergotest, qui nous permet de tester en live différentes versions d'une page web ou d'un contenu. Le benchmark, qui nous permet de consolider tous ces éléments-là avec des données de comparaison. Des tests de newsletter, des tests de page fan, ou de l'optimisation sur mobile ou de campagne publicitaire. On va se concentrer aujourd'hui sur les 3 premières solutions, Publicitest, Mousetest et Ergotest, qui ont été utilisées dans le cadre d'Oscaro.com. Et je pense que pour parler de ces problématiques-là, la personne la mieux placée est Leslie Aliwar, que je vous propose d'accueillir, responsable e-commerce chez Oscaro.com. Merci Leslie. Bonjour. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui connaîtraient pas Oscaro, donc notre site existe depuis 10 ans et nous sommes pionniers et leaders de la vente de pièces auto pour particuliers sur le web. Donc quelques chiffres, on a réalisé un chiffre d'affaires de 125 millions d'euros l'année dernière, on expédie plus de 8000 colis par jour. On a 1 million de clients actifs et 10 millions de visiteurs uniques par mois. Notre site a connu une refonte il y a exactement 15 jours et je suis ici pour vous parler de comment ça s'est passé, de vous raconter cette expérience. Pour planter le décor et que vous compreniez un peu notre métier qui est un peu spécifique, vous allez me dire, comme tous les métiers. Voilà, quelques éléments. Nous sommes sur un marché de besoins et
notre site internet est notre seule vitrine. On n'a pas de magasin physique. Donc, on n'arrive pas chez Oscaro par hasard. On arrive, on ne vient pas flâner sur oscaro.com. On arrive parce qu'on a un besoin et le seul moyen d'y répondre, c'est de passer commande en ligne. Du coup, structurellement, on a un taux de transformation très élevé. Premier point. Deuxième point, on gère un catalogue produit très complexe. Déjà très volumineux, on a 400 000 références. Et complexe, pourquoi? Je ne vais pas venir acheter une plaquette de frein chez oscaro.com. Je vais venir acheter ma plaquette de frein pour ma Renault Clio 3, phase 2, 5 portes, construite entre 2005 et 2008. Rouge. Bon, l'adéquation pièce-véhicule, c'est le cœur de notre métier, et ça fait qu'on a une navigation plus complexe. Par exemple, quand on arrive sur notre site, on va vous inciter très fortement à identifier votre véhicule dans un premier temps. C'est comme si vous arriviez chez Sarenza et qu'on vous demandait tout de suite la pointure de votre chaussure. Donc c'est pas habituel, c'est pas traditionnel, et c'est pour ça que bien souvent les best practices de e-commerce sont pas facilement applicables chez nous. Voilà pour le deuxième point, et la complexité, adéquation pièce-véhicule. Et le troisième point, c'est que même si on réussit à identifier son véhicule, c'est pas évident de choisir une pièce chez nous. On a un centre de relations clients de 150 personnes, d'experts en mécanique, qui reçoit entre 6 000 et 8 000 appels tous les jours. On a un temps de conversion et un nombre de pages vues avant conversion qui est très important. Donc, vous avez compris qu'il n'est donc pas évident de commander une pièce chez Oscaro. En revanche, ceux qui viennent chez Oscaro, c'est pour commander des pièces. Du coup, on a pensé la refonte de notre site, on l'a pensé amélioration de l'expérience client. On s'est dit, on va identifier les difficultés, pourquoi ces gens n'achètent pas alors qu'ils en ont besoin, qu'ils ont une panne, que c'est dangereux, que voilà, il faut qu'ils changent leurs pièces. Ils n'ont pas choisi le garage, ils ne sont pas ici par hasard. On s'est dit, si on comprend bien ces freins, et si on arrive à améliorer donc cette expérience de navigation, cette expérience utilisateur, le taux de transformation suivra forcément. Donc c'est ce qu'on a fait ici pour préparer, dans le cadre de cette refonte, avant justement de partir dans cette refonte, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il fallait améliorer et qu'est-ce qu'il fallait optimiser. Parce que c'est bien beau de dire on veut faire une refonte, mais encore faut-il savoir quoi tester, quoi optimiser. Alors, ici, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé un panel d'utilisateurs. Je vais vous faire une petite démonstration. Leur demandant d'essayer d'acheter un produit de leur choix. Donc, nous, on a un panel propriétaire de 300 000 personnes qu'on rémunère pour tester des parcours, des sites web et des contenus. Et là, on leur a donné comme mission, essayer d'acheter un produit. Alors, juste, moi, j'avais demandé à Jonathan, on a 2 tiers de nos clients qui sont fidèles, des clients récurrents. On ne pouvait pas interroger des internautes sans interroger aussi nos clients. Mon but, c'était qu'un nouveau client ne se sente pas perdu, mais que les anciens clients qui ont vraiment l'habitude d'aller chez Oscaro, et en plus le site n'a pas vraiment évolué depuis plusieurs années, se sentent pas perdus. Donc il fallait vraiment les inclure dans ce panel. Raison pour laquelle, dans une logique et d'acquisition et de fidélisation, on a pré-segmenté les utilisateurs pour distinguer les clients et les non-clients avec quelques questions de segmentation. Connaissez-vous oscaro.com? Avez-vous une bonne image de site web? Citez les mots qui décrivent le mieux la marque. Êtes-vous client Oscaro? Possédez-vous une voiture? Donc ceux uniquement celles qui possédaient une voiture, ici, vous pouvez participer à cette analyse. Et ce que fait notre solution ici, c'est qu'elle reproduit le site d'Oscaro. Donc là, c'est le nouveau site, c'était fait sur l'ancien site à ce moment-là. On voit que l'URL n'est pas une URL Oscaro, mais une URL WebAllWin, et on va surfer parfaitement normalement. Rien n'a été installé chez Oscaro pour ça. Donc l'utilisateur va surfer plusieurs minutes, va essayer d'ajouter
un produit et de l'acheter, et au bout d'un certain temps, on va lui poser des questions. Oui, on lui avait donné donc la mission d'essayer d'acheter un produit de son choix. D'acheter un produit pour son véhicule. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va surtout lui poser des questions ouvertes pour lui laisser s'exprimer totalement normalement, et qu'on va voir qu'on est capable de croiser sa réaction utilisateur avec son comportement de surf, puisqu'on analyse également son déplacement de souris. Et donc, au bout d'un certain temps, des questions vont apparaître, questions ouvertes et questions fermées. Aimez-vous le site web? Pourquoi? À quelle étape avez-vous rencontré des difficultés? Quelles fonctionnalités aimeriez-vous voir apparaître qui ne figurent pas actuellement? Quel élément de réassurance va vous pousser à acheter? Toutes ces... Oui. J'insiste sur le fait qu'on a passé beaucoup de temps, et ça me semble primordial, sur la rédaction du questionnaire. Si on veut s'attendre à des bons résultats, il faut vraiment se creuser la tête et prendre du temps sur ce questionnaire. Donc, à bonne question posée, bonne réponse apportée. Bonne réponse, enfin, en tout cas des résultats pertinents, même s'ils sont négatifs. Ouais. Ici, par exemple, on va se mettre sur une question. Pour quelle raison achèteriez-vous un produit sur oscaro.com? Donc, une question qui était complètement ouverte. Si ici on clique sur prix, on va avoir l'ensemble des réponses utilisateurs avec leurs fautes d'orthographe qui ont parlé de prix. Techniquement, on analyse la fréquence d'apparition d'un certain nombre de mots-clés avec une analyse lexicale et sémantique, ce qui nous permet de catégoriser les réponses et d'aller très vite dans l'analyse des données. On va pouvoir également cibler ici, trier les résultats en fonction de client et non client. Ce qui nous permet ici derrière donc d'analyser ces résultats et de proposer à Oscaro une liste de recommandations opérationnelles. Donc il y avait vraiment tout un rapport d'analyse très exhaustif pour nous aider à comprendre nos clients et prospects, leurs freins, leurs motivations, leurs difficultés. Et dans les recommandations qu'on propose, elles sont classées par potentiel d'amélioration avec différents types de recommandations. Alors, il y avait les recommandations qu'on a appelées des quick wins, c'est-à-dire celles-là, il fallait les mettre en place tout de suite. Il n'y avait pas besoin de test. Il y avait des recommandations A, B tester, et il y avait des recommandations A, B tester en creusant avec une notion de comportement, etc. Du coup, pour vous faire une illustration des recommandations, voilà la page d'Oscaro avant. On peut voir qu'il y avait une seule manière de naviguer sur le site. Quelques éléments promotionnels qui avaient un aspect publicitaire, peu d'éléments de réassurance, un avis client qui n'était pas valorisé. Voilà la nouvelle version. Maintenant, avec des éléments de réassurance qui apparaissent, 3 manières désormais de rentrer sur le site, par modèle, carte grise et plaque d'immatriculation. Les constructeurs qui ont été mis en avant, l'avis client qui a été valorisé. On verra tout à l'heure l'impact de cette nouvelle version-là. Alors, comme je vous le disais, il y avait des recommandations. Par exemple, offrez plus de moyens d'identifier votre véhicule, mettez en valeur la carte grise, la plaque d'immatriculation. Moi, j'ai envie de dire merci, mais comment? Parce que mettre en valeur, c'est bien, je le mets en valeur. Voilà, c'est une question subjective. Donc pour les choix stratégiques et importants comme cette question d'identification, je vous l'ai dit, qui est au cœur de notre modèle, on a réalisé 3 maquettes dynamiques qui répondaient toutes aux recommandations de Content Square, mais d'une manière différente. Et ces maquettes, de la même façon qu'on vient de procéder avec un site web, on va pouvoir tester des maquettes dynamiques, statiques, ou des prototypes avant même de mettre en production ces maquettes-là, ce qui évite des développements et du temps côté DSI, nous permettant de nous assurer qu'au moment de sa refonte, on a une version qui va être optimisée en minimisant les risques. En fait, donc, on a envoyé le même panel sur ces maquettes. Il y a eu une version gagnante. Donc on s'est dit, bon, va falloir maintenant la tester. Mais j'insiste sur le fait que, alors après, ces étapes préalables ne sont pas forcément nécessaires pour tous les changements, pour une refonte de boutons, voilà. Là, on a eu vraiment la refonte de notre homepage, qui était, vous avez vu, on proposait des solutions vraiment très différentes.
les solutions testées qualitativement étaient aussi très différentes. On a fait ces 2 étapes, interrogé 2 fois le panel Content Square, parce qu'on ne voulait pas se retrouver en se disant « je vais tester cette version », donc l'ancienne version contre une autre version. Et on aurait pu arriver à la conclusion que la nouvelle version, elle performe moins bien. On va voir que l'objectif, il est à la fois de minimiser les risques, mais surtout de maximiser les gains. Et que toute cette démarche-là de test et d'optimisation, elle doit s'introduire dans une logique de retour sur investissement. Oui, mais aussi, finalement, on ne perd pas de temps à imposer en ligne plusieurs versions. On minimise le risque de tester en live quelque chose de pas certain. Donc là, on avait déjà 2 étapes avant de lancer l'A/B testing. Donc maintenant qu'on a trouvé la version qu'on allait déployer et tester en live, on va vérifier que cette version, elle est efficace. Parce que ça serait assez ballot de tester une nouvelle version de la page qui ne soit pas efficace en termes de temps de chargement, en termes de navigateur et d'expérience utilisateur. Le temps de chargement, c'est une donnée essentielle à prendre en compte dans la mesure où elle impacte directement le taux de rebond. Dans ce cas-là, ce qui a été fait, c'est qu'on a mesuré le temps de chargement sur les différentes versions de la page. Ça veut dire quoi, mesurer le temps de chargement? Ça veut dire qu'on a ici analysé le temps de chargement côté utilisateur et côté navigateur sur différents utilisateurs. Concrètement, on va voir ici un exemple. Et on se place sur le nouveau site. On va mesurer le temps de chargement sans cache navigateur, avec cache navigateur au premier rendu de la page, une fois que la page a fini de se charger, ce qui nous permet derrière de visualiser le chargement des éléments de la page. Donc là, c'est une recomposition vidéo à partir des images du site. Si le temps de chargement est élevé, est-ce que c'est la faute du système ou du contenu de certains éléments? On va être capable d'aller voir en détail ce qui impacte le temps de chargement au premier passage de l'utilisateur, au deuxième passage. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est souvent la page du test du temps de chargement qui met le plus de temps à se charger. Donc, on va être capable ici de voir en détail, élément par élément, script par script, ce qui peut impacter le temps de chargement. Alors, il faut savoir que je travaille forcément beaucoup avec l'informatique et la direction informatique chez Oscaro peut bloquer un projet, même une refonte de site, si le temps de chargement, les temps de réponse ne leur conviennent pas. Donc pour nous, c'était vraiment très important de valider ça avant de passer en production pour le test. Et on va voir que le temps de chargement, c'est pas uniquement le temps de chargement côté serveur, c'est le temps de chargement réel côté utilisateur. Qui est fondamentalement différent. J'imagine qu'il vous est arrivé de nombreuses fois où vous arrivez sur une page, mais la page, elle mettait beaucoup de temps à se charger, côté utilisateur. Une fois qu'on s'assure que tout ça fonctionne bien, on va vérifier sur l'ensemble des navigateurs OS résolution d'écran qu'il n'y a aucun problème en termes d'affichage des différents éléments. Donc on va pouvoir ici vérifier ça sur différents OS, différents navigateurs, vérifier sur une vieille version d'iOS 7, 8, que tout fonctionne bien, et sur différentes résolutions d'écran. Pourquoi résolution d'écran? Parce que côté Oscaro, on est ici sur un site en responsive design, où on a une efficacité réelle d'avoir un contenu qui s'adapte en fonction du comportement de l'utilisateur. Donc de vérifier sur différents navigateurs de sa résolution d'écran nous permettait de s'assurer que ça marche bien. Ici un exemple sur l'ancien site sur un iPad. Et on va comparer ça également avec le nouveau site de la même façon. Une fois qu'on s'est assuré que le temps de chargement est optimisé sur la page et que tout fonctionne bien sur différents navigateurs OS et résolution d'écran, on est prêt à lancer le test. Et on est prêt à tester cette solution. Alors lancer un test comparatif, ça veut dire quoi? Ici, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va rediriger une partie des utilisateurs. Donc je vais vous faire une démonstration live sur la nouvelle version de la page.
et on va rediriger par exemple 5% des utilisateurs pour ne prendre aucun risque. Quand je dis rediriger un pourcentage d'utilisateurs, c'est que l'utilisateur, lui, ne peut pas savoir qu'il est en condition de test. C'est deux contenus et deux sites différents, mais c'est le même fonctionnement côté utilisateur. Donc on parle véritablement des choses comparables. Et pour mesurer l'efficacité comparée des différentes versions, on va mettre en place un certain nombre de critères rationnels. Des critères de visite et d'atteinte de page, par exemple pour mesurer l'efficacité de la homepage, on va la mesurer par rapport à l'atteinte de la page produit, la page panier, la confirmation commande, des objectifs de clic sur certains éléments de la page ou des objectifs de revenus. Une fois qu'on a mis en place nos objectifs, derrière ça, une ligne de script à installer et le test peut démarrer. Et c'est vraiment une ligne de script, il n'y a pas besoin de taguer votre site dans tous les sens, il y a juste une ligne de code à mettre en place. Ici, on est dans le cas où on était dans une refonte lourde. Ce n'est pas toujours le cas. Des fois, on a juste certains changements à implémenter sur la page. La mise en avant d'une fiche produit, l'organisation de sa page liste produit. Dans ce cas-là, on va être capable, à distance, de créer une nouvelle version de la page. Je vais vous montrer ici un exemple sur un autre site web pour vous montrer que ça marche dans tous les cas. Je vais vous faire la démonstration, par exemple, sur le site de Sephora. Et on va prendre le site Italie pour vous montrer que ça marche dans toutes les langues. On travaille avec Sephora France, on ne travaille pas avec Sephora Italie pour vous montrer que ça marche tout le temps. Et ce que fait notre solution ici, c'est qu'elle reproduit le contenu du site de Sephora tel qu'il apparaît en temps réel, en identifiant tous les éléments de la page. Si vous, responsable e-commerce ou responsable marketing, vous voulez faire des petits changements, on va être capable, à la volée, de réorganiser complètement la page. Donc je vais prendre ce bloc-là, je vais le déplacer, je vais le mettre ici. Je vais changer l'élément là-dessus. Ici, je vais taper Buongiorno. Je ne sais pas si on dit comme ça en italien. Ou je veux mettre une nouvelle image à la place de celle-ci. Donc par exemple, je vais aller sur Google. Je vais taper parfum de genre. Ça, c'est si vous voulez me faire des cadeaux, vous savez maintenant. Je vais copier ici l'URL de cette image, et à la volée, je vais dire changer l'image. Ce que je vous montre là visuellement, nous on le fait techniquement. L'intérêt ici là-dessus, c'est qu'on est capable de subordonner la DSI, donc de ne pas faire appel à elle quand on a un certain nombre de tests et d'optimisation à réaliser. Et si je voulais mettre par exemple ici une vidéo d'Oscaro à la place de ces deux éléments, je vais pouvoir le faire. Là on a remplacé l'image. Je vais taper oscaro.com. Je vais prendre une vidéo. Attendez. Je vais prendre le code de la vidéo qui va être prêt à être intégré. Je vais juste modifier la taille. C'est mon petit geek qui remonte à la surface. Hop. Et dynamiquement ici, je vais modifier et insérer un nouvel élément dans la page. Donc je vais insérer le code de cette vidéo-là qui va être instantanément disponible. Donc j'ai ma vidéo ici qui est apparue. Et je vais la mettre ici. Et je vais enregistrer tous les changements que je viens de faire. Ce qui va nous permettre de créer une page qui va être, et une URL qui va être tout de suite disponible. Quand on va faire les tests côté utilisateur, on va les rediriger sur cette nouvelle page. Mais pour eux, l'URL est la même. Ils ne peuvent pas savoir qu'ils sont en condition de test. Alors, ça n'a pas été le cas chez nous pour cette refonte, en tout cas pour cet A/B testing, étant donné qu'il y avait trop de changements. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est, enfin, on n'était pas obligé de passer par une URL différente. Alors pour que, on s'est posé la question comment on va l'appeler. On n'allait pas l'appeler test V1, V2. On a réfléchi, on a décidé de l'appeler fr.oscaro.com. Donc les 5% du trafic étaient redirigés automatiquement sur fr.oscaro.com. Donc ça c'est dans le cas d'une grande refonte. Voilà, quand il y a beaucoup de changements, on va rediriger une partie de l'audience sur la nouvelle version de la page. Alors derrière, qu'est-ce qui se passe? Ça c'est l'aspect technique, surtout ce qui est intéressant c'est l'aspect analyse et recommandations qui en découlent. Donc une fois que la nouvelle page est prête à être testée, que tout fonctionne bien, on redirige une partie des utilisateurs. Et comment on fait pour mesurer l'efficacité comparée des pages?
on va avoir ici un certain nombre de données qui va nous permettre de prendre la meilleure décision possible. Donc on a lancé cet A/B testing, au début sur 5% du trafic, au fur et à mesure on a augmenté les taux, et le taux, on s'était vraiment mis d'accord préalablement sur la liste des critères que je souhaitais analyser. Donc au global, entre le taux de rebond, le taux de conversion première visite, le taux de conversion deuxième visite, nouvel acheteur, ancien acheteur, on a eu un taux de transformation qui a augmenté sensiblement. Moi, je voulais être au courant en temps réel de ce qui se passait. Il y a eu, j'avais à ma disposition un dashboard où toutes ces données qui étaient importantes pour moi, je les avais mises à jour en quasi temps réel. Le matin, je recevais aussi un email où il y avait les grandes tendances de la veille, récapitulatif. Ce qui est important à savoir, c'est que j'avais vraiment la main sur l'outil. Pourtant, je ne suis pas du tout technique. C'est-à-dire que s'il me prenait de vouloir passer à 0% parce que je ne le sentais pas, je pouvais le faire en un clic. Surtout s'il y avait des changements ou des nouvelles offres à mettre en place sur le site. Une des choses importantes dans notre cas, vu qu'on avait finalement 2 sites à maintenir pendant toute la durée de l'A/B testing, pendant 3 semaines, on ne pouvait pas se permettre d'arrêter la vie du site, les opérations commerciales, les offres spéciales, etc. Donc, nous, chez nous, les mises en prod se passent le soir, une fois par semaine. Donc, au lieu de mettre en prod sur un site, il fallait mettre en prod sur 2 sites. Mais ça, c'était obligatoire pour avoir 2 sites ISO et pour pouvoir comparer des choux avec des choux. Donc, une fois qu'on a... Et juste dans ce cas-là, en un clic, pendant la mise en production, pour minimiser les risques, je passais à 0% sur le nouveau site. Minimiser les risques, ça c'est côté Oscaro. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout de maximiser les gains. En fait, j'en ai rien à faire de faire une nouvelle version de la page qui est meilleure que l'existante. Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de construire la meilleure version possible. Raison pour laquelle le plan de la performance, ça ne suffit pas pour décider. Vous avez l'habitude de prendre des décisions par rapport à des données brutes de taux de transformation. Mais l'expérience utilisateur, elle est essentielle pour comprendre pourquoi la nouvelle version, elle marche mieux que l'autre. Et pas uniquement constater les résultats sur vos outils d'analytics. Cette compréhension, on va la faire en analysant le comportement de surf des utilisateurs pendant le test des différentes versions. Et de voir comment ils se comportent en suivant leur déplacement de la souris, leur scroll et tout ce qu'ils font. Donc ce que je vous propose, c'est de voir une petite démonstration live. Alors, on va voir ici un exemple sur un autre site web. On va voir ici un exemple sur Liebig, sur lequel on a installé une ligne de script, ce qui va nous permettre d'enregistrer le comportement de surf des utilisateurs. Donc là, j'arrive sur le site de Liebig tout à fait normalement. Je vais surfer sur la page, je vais faire des ronds ici, je vais cliquer sur mon compte. Je vais vous demander, s'il vous plaît, vous, madame, votre prénom, s'il vous plaît. Jennifer. Donc je vais taper ici Jennifer. Donc je ne connais pas Jennifer, je vous assure. Enfin, je vous rassure. Bon. J'efface là-dessus, j'espère que je n'ai pas fait de faute d'orthographe. J'ai cliqué ici et là. Et en fait, on va voir que tout ce qu'on vient de voir à l'écran a été enregistré de façon mathématique et vidéo. Techniquement, on enregistre la position X et Y de la souris de chacun des utilisateurs du site qui ne sait pas qu'il est enregistré. Donc nous, on était, il y a quelques secondes ici, sur Google Chrome, il y a 19 secondes, pendant 25 secondes, et on va rejouer la scène. Donc, je vais me reculer. Et donc on va rejouer le surf de chacun des vrais utilisateurs qui ne sait pas qu'il est en condition de test. Je n'ai pas fait de faute d'orthographe, Jennifer. 2 L. Donc, Jennifer qui est au premier rang, c'est 2 L. Donc j'ai tapé Jennifer, je l'ai effacé, j'ai cliqué ici, et là. Alors on ne va pas se taper les vidéos de chacun des utilisateurs du site. On va synthétiser ces données sous forme de cartes de chaleur. C'est quoi des cartes de chaleur? C'est des cartes de couleurs bizarres qui nous permettent de comprendre ce qui se passe sur la page. Aujourd'hui, quand vous regardez votre analytics, vous avez une photo à l'instant T
de ce qui se passe sur la page, mais ça ne vous dit pas pourquoi l'utilisateur a cliqué à acheter, où est-ce qu'il passe du temps, qu'est-ce qu'il regarde sur sa page. Ici, on va voir un exemple de carte de chaleur qui nous permet de traduire le mouvement des internautes sur la page avec l'exploitation de nouvelles données, comme le survol, qui va nous permettre de recomposer un parcours type de l'utilisateur, ou le temps de survol avant clic. Est-ce que j'hésite ou pas à cliquer sur ce bouton? Donc là, on a une carte de chaleur de mouvement qui traduit le mouvement des internautes. Et on va avoir également la même chose ici sur une analyse de l'exposition et du temps passé. Là, le site est assez compact, mais on rend compte que cette partie-là, elle est plus exposée qu'à 76% des utilisateurs. Et ça, on le met en corrélation avec le temps que les gens vont passer sur chacune des œuvres. Ça, c'est ce qu'on a fait dans le cadre de ce test. Et il est très méchant avec moi, cet ordinateur. Je crois que c'est... Ça, on le coupera en montage, hein, du coup. Et donc, une fois qu'on a mesuré ça, on a analysé que sur une version qui était déjà optimisée, il y avait des éléments d'optimisation encore plus forts. Donc en fait, on a validé qu'au niveau chiffres, que ce soit en taux de transformation ou en temps avant conversion, en nombre de pages vues avant achat, on était bon. Seulement, donc, on aurait pu lancer comme ça, mais grâce à cette analyse, avant de mettre en production donc à 100%, ce qui s'est passé il y a 15 jours, on a fait des petits ajustements qui sont pas anodins. Alors on va voir une petite vidéo d'un utilisateur sur cette page-là. Donc l'utilisateur arrive normalement. Ça c'était l'ancienne version. C'était le site, non, le site tel qu'il a été AB testé. Donc on avait un slideshow qui était dynamique où les éléments ne se figeaient pas. C'est-à-dire que l'utilisateur cliquait sur la première fois mais ça se décalait sur la gauche. Et donc il lui fallait 4 éléments de clic pour arriver sur le choix de son véhicule. Et on a vu qu'il passait d'un élément à l'autre parce qu'il voulait voir l'exemple et que l'exemple disparaissait. Donc il savait plus ce qu'il fallait remplir précisément sur la page. Ça, c'est important, notamment sur les parties de création de compte. En fait, on avait inséré les exemples dans le champ et on sait bien qu'au moment où on clique dans le champ, il disparaît. Sauf que pour quelque chose de classique, bon, c'est pas grave, mais pour expliquer quel est le... Comment ça s'appelle le truc de la carte grise, là, mince. Le code de la carte grise. Je me souviens plus comment ça s'appelle. Bon. Le type mine de sa carte grise, c'est bien d'avoir l'exemple sous les yeux. Donc, une des recommandations qui a été faite, c'est de passer les exemples aussi en dessous pour qu'ils soient toujours visibles quand l'internaute est en train de taper dans le champ. Et donc ça, on l'a fait sur toutes les étapes du parcours, ce qui nous permet d'avoir une somme de quick wins à mettre en place, de sorte que la refonte se passe dans d'excellentes conditions. Alors, avant de vous expliquer les quelques bonnes pratiques, on peut se demander, est-ce que ça vaut le coup de faire tous ces tests-là avant de lancer? Je reviens sur la logique de retour sur investissement, ça c'est très important, mais si on veut être dans une logique de gains les plus élevés possibles, ça a tout son sens. L'important, c'est que c'est surtout très rapide. En gros, il faut une quinzaine de jours entre le moment où on se parle et le moment où on vous livre des résultats avec des recommandations opérationnelles et des maquettes. Donc ça nous permet d'avancer très vite et surtout de ne plus se tromper. Si on devait faire un petit récapitulatif des bonnes recettes pour pouvoir réussir sa refonte, la première chose, c'est de ne pas se lancer de façon totalement arbitraire et subjective sur sa refonte et donc de savoir quoi tester. D'avoir une méthode de test qui est bien adaptée à votre infrastructure, de vérifier qu'en termes de temps de chargement, c'est efficace, de vérifier tous les éléments sur les différents navigateurs, OS, résolution d'écran, parce qu'il ne faut pas minimiser la part d'utilisateurs qui continuent à utiliser des vieilles versions d'Internet Explorer, de vérifier la significativité des données dans le temps, parce que le but c'est pas juste d'avoir un pic à un moment donné, mais de s'assurer que les résultats en termes d'augmentation de la performance sont bien stables. D'exclure un certain nombre d'utilisateurs qui pourraient fausser les résultats. Alors là, dans notre cas, je vous ai dit qu'on a 150 personnes chez nous qui reçoivent entre 6 000 et 8 000 appels tous les jours.
donc dans notre centre, dans nos bureaux à Gennevilliers, et cela passe des commandes pour les clients aussi. Ceux-là, on les a exclus, parce que de toute façon, c'est des gens qui aident les clients, donc on ne voulait pas qu'il y ait une aide extérieure pour le test. Donc en fait, on a exclu notre IP. Exactement, pour enlever ce genre d'utilisateur-là. Et le point le plus important, c'est de prendre les points positifs et négatifs de chacune des versions pour essayer de construire la version optimale. C'est ça qui va vous donner de la valeur, c'est de comprendre. Si je devais terminer, je vous dirais que c'est bientôt la Saint-Valentin. Et qu'aujourd'hui, pour beaucoup d'entre vous, vous passez plus de temps avec votre site web qu'avec votre conjoint. Donc n'hésitez pas, pour cette fête-là, offrir à votre site web une nouvelle vie, et je vous présente ici l'email et le numéro de Cupidon. Donc pour toutes vos questions, n'hésitez pas à contacter l'ange ici présent. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. Je ne sais pas si on a un peu... Il nous reste quelques minutes pour vos questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Oui ? Je vais faire le micro en personne. La question est très simple, combien ça coûte? Je vous remercie de poser cette question, c'est effectivement bientôt la Saint-Valentin. On est en train de terminer les soldes, mais les soldes ne sont pas terminés pour tout le monde. On a un dispositif ici qui vous permet de faire rentrer ces éléments dans une logique de retour sur investissement. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on est capable de s'adapter à vos différents budgets et problématiques. Donc, on en parle plus directement en fonction de vos projets. Les projets sont divers et variés. On voit ici qu'on a une couche technique. Et c'est ce qui fait qu'on se parle que maintenant. Ça veut dire qu'on a passé 5 ans à essayer de comprendre intégralement l'expérience utilisateur. Et on a également une couche d'analyse et de recommandation qui va vous permettre d'utiliser à bon escient ces différentes solutions pour gagner de la valeur en termes de taux de transformation. Donc ça va vraiment dépendre de votre problématique, de l'usage que vous allez en faire. Plus vous prenez d'opérations sur les différentes solutions, plus le coût va diminuer. Mais encore une fois, c'est vraiment important que ça soit dans une logique de retour sur investissement chez vous, sinon le test n'a pas d'intérêt. Autre question ? Autre question? Profitez-en, monsieur. On a vu avec l'exemple d'Oscaro, donc là sur un site grand public où il y a de la conversion derrière. Est-ce que c'est aussi applicable et dans quelle mesure sur des outils métiers qui nécessitent une connexion avant, qui nécessitent sur vraiment déjà des clients qui utilisent un back-office en fait? Alors, merci de votre question. Cette solution, elle est installée chez Bouygues Télécom sur leur ensemble de leur back-office et de leur espace client. Donc, on a travaillé sur l'optimisation de ces interfaces après que l'utilisateur ait rentré un login mot de passe. Donc, ça marche exactement de la même façon avec ce qu'on appelle des données de session. Typiquement, sur ce qu'on a vu tout à l'heure côté mouse test, en suivant le comportement de l'utilisateur, on va être capable de voir l'utilisateur qui va mettre un produit dans son panier et de revoir cette session-là. Côté back-office et interface, ça marche de la même façon. On a une partie non négligeable de notre clientèle qui sont des B2B sur lesquels on travaille sur des interfaces et pas uniquement sur des logiques de B2B2C. Ça répond à votre question ? Merci beaucoup, Jonathan Cherki, président de Content Square. Merci. Merci également à Leslie Aliua d'Oscaro.com. Donc, notez bien le contact, parce qu'ils ne sont pas sur le salon. Donc, notez bien le contact si vous avez des questions supplémentaires. Nous allons enchaîner avec notre conférence.